Au cours des dernières années, nous avons été confrontés à de nombreuses reprises à des faits qui ne cadrent pas avec l'image habituelle du passé. Des constructions géantes en pierre assemblées avec une précision inaccessible même aux équipements de construction modernes. Des mécanismes complexes dont la finalité et le fonctionnement font encore débat. Des traces d'usinage sur des roches dures comme si la pierre était aussi molle que de la cire. Mais derrière tous ces exemples, un sujet reste souvent dans l'ombre, tout aussi troublant et bien plus gênant pour la science officielle. Il s'agit des métaux et alliages dont ont été fabriqués des objets d'apparence tout à fait ordinaires, mais qui, selon toutes les conceptions modernes, n'auraient pas pu être créés dans l'Antiquité. L'histoire nous enseigne que la métallurgie s'est développée progressivement. L'âge de pierre a cédé la place à l'âge du bronze, puis est venu le fer et les alliages complexes, les hautes températures et le contrôle précis de la composition ne sont devenus possibles qu'avec le développement de l'industrie. C'est là le schéma cohérent et logique. Le problème est que les découvertes réelles ne cessent de briser ce schéma. Dans différents coins de la planète, on trouve des objets dont la composition chimique et les propriétés ne font pas seulement s'étonner, mais laissent perplexes même les experts modernes. Ils contiennent des éléments dans des proportions inhabituelles, des structures nécessitant des conditions particulières et des caractéristiques qui ne peuvent être reproduites aujourd'hui que dans des laboratoires utilisant le vide, une haute précision et des équipements complexes. Ce qui est particulièrement alarmant, c'est qu'il ne s'agit pas de reliques symboliques ou d'objets de culte, mais de choses qui auraient pu être utilisées dans la vie quotidienne. Colonnes, récipients, pièces, outils. Ils n'ont rien de fantastique, jusqu'à ce que leur analyse commence. Et c'est à ce moment-là que surgissent des questions qui n'ont toujours pas de réponse claire. D'où les artisans anciens tiraient-ils de tels matériaux? Par quelle méthode les obtenaient-ils? Pourquoi, même aujourd'hui, avec des connaissances et une technologie incomparablement supérieure, peinons-nous à reproduire de tels résultats? La situation devient encore plus étrange lorsqu'on découvre que certains de ces alliages ne se trouvent tout simplement pas dans la nature. Il ne s'agit pas simplement de minerais purifiés ou de mélanges judicieusement choisis. Ce sont des matériaux aux propriétés définies, comme s'ils avaient été créés selon une recette préétablie. Pendant ce temps, l'histoire officielle affirme que les gens de cette époque n'avaient ni la compréhension de la physique de ces processus, ni les moyens techniques de contrôler la température, la pression et la composition chimique. Une contradiction évidente émerge. Soit cette connaissance existait et a été perdue, soit notre image du passé est loin de la vérité. Bien sûr, de tels sujets sont rarement bien accueillis dans les milieux académiques. Il est plus facile de les qualifier de coïncidences, d'erreurs de datation ou d'anomalies, que d'admettre que nous en savons beaucoup moins sur le monde antique qu'on ne le pense généralement. Mais quand il y a trop de ces coïncidences, il devient impossible de les ignorer. Chaque nouvel artefact semble ajouter une nouvelle fissure aux fondations familières de l'histoire. C'est pourquoi il vaut la peine aujourd'hui de regarder de plus près les exemples qui ne reposent pas sur des mythes et des suppositions, mais sur des objets concrets aux propriétés mesurables. Si vous êtes intéressé à explorer ce sujet plus en profondeur et à soutenir des recherches indépendantes comme celle-ci, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. C'est un geste simple qui aide à promouvoir des contenus qui vont au-delà des récits standards. Et il faut commencer par l'un des exemples les plus célèbres et pourtant toujours non résolus. Une colonne métallique qui défie depuis 15 siècles les lois de la corrosion et le bon sens de la science moderne. Dans la cour d'un ancien complexe architectural de Delhi se dresse un objet qui, à première vue, n'est pas impressionnant. C'est simplement une colonne métallique, sans décor excessif, sans signe visible d'une importance particulière. Elle ne brille pas d'or et n'étonne pas par sa forme. Pourtant, cette simplicité extérieure la rend d'autant plus étrange, car à y regarder de plus près, il devient clair. Nous avons devant nous l'un des artefacts les plus gênants pour la science historique moderne. Cette colonne, connue sous le nom de pilier d'Indra, se dresse à sa place depuis environ 15 siècles. Elle mesure plus de 7 mètres de haut, près d'un demi-mètre de diamètre et pèse environ 7 tonnes. Pour toute structure métallique exposée aux intempéries dans un climat chaud et humide, un tel âge signifierait une destruction totale.
La corrosion aurait dû transformer la surface en une masse poreuse, rongée par la rouille. Mais pour ce pilier, c'est le contraire qui se produit. Il ne s'est pratiquement pas détérioré. Au fil des siècles, seule une couche protectrice extrêmement fine s'est formée à sa surface qui, au lieu de détruire le métal, le protège au contraire des effets ultérieurs de l'environnement. Lorsque des scientifiques ont effectué une analyse chimique, le mystère ne fit que s'approfondir. La colonne est constituée de fer presque pur, à environ 99,7%. Des impuretés, comme le carbone et le soufre, sont présentes en quantité minime. Pour l'oreille moderne, cela ressemble à une réalisation de l'industrie de haute précision, et non au travail d'artisans anciens. Produire du fer aussi pur aujourd'hui nécessite des procédés technologiques complexes, un contrôle strict de l'environnement et souvent des conditions proches du vide. De plus, la fusion du fer à un tel degré de pureté exige des températures supérieures à 1500 degrés Celsius, ce qui, à lui seul, soulève des questions si l'on parle de technologie datant de 15 siècles. C'est là qu'apparaît le premier sérieux conflit avec la version officielle de l'histoire. D'un côté, on nous dit que les gens de cette époque n'avaient ni les connaissances ni les outils pour de tels procédés. De l'autre, nous avons un résultat tangible, impossible à nier. Les tentatives d'expliquer ce phénomène semblent souvent contradictoires. Certains experts affirment que le secret de la résistance à la corrosion réside dans la composition particulière et le climat de la région. D'autres parlent de conditions soi-disant fortuites. Pourtant, aucune de ces explications ne répond à la question principale. Comment a-t-il été possible d'obtenir et de travailler un tel volume de fer presque parfaitement pur ? Il existe aussi une version selon laquelle le pilier aurait été fabriqué en fer météoritique. À première vue, cela semble tentant, car les météorites contiennent effectivement un métal de haute qualité. Mais à y regarder de plus près, cette hypothèse ne tient pas. Même en supposant qu'un gros fragment d'origine météoritique ait été trouvé, le problème de son usinage reste non résolu. Un tel métal est extrêmement difficile à travailler mécaniquement. On ne peut pas simplement le fondre ou lui donner la forme souhaitée sans perdre ses propriétés uniques. De plus, le pilier est un objet unique, façonné, et non un fragment grossièrement travaillé, ce qui indique l'utilisation d'une technologie de coulée ou de forgeage à un niveau que la science officielle attribue à des époques bien plus tardives. Il est encore plus étrange de suggérer que la colonne aurait pu être coulée. La fusion du fer à cette pureté nécessite non seulement une température élevée, mais aussi une absence d'oxygène. Sinon, le métal s'imprègne inévitablement d'impuretés. C'est un cercle vicieux. Toute explication se heurte à des technologies qui, selon la vision communément admise, n'existaient tout simplement pas à l'époque. Ainsi, le pilier d'Indra devient une sorte de piège logique dont il n'y a pas d'issue facile. Cet artefact est important non seulement en lui-même, il indique la voie pour d'autres enquêtes. Si un objet métallique aussi massif et complexe était possible dans la haute antiquité, une question naturelle se pose. De quoi d'autre les gens de cette époque étaient-ils capables ? Et si de telles technologies étaient utilisées pour construire une énorme colonne, quel secret pourrait être caché dans des objets d'apparence beaucoup plus modeste, qui pourraient facilement se perdre parmi des milliers d'autres découvertes ? C'est à partir de ce moment que l'attention se déplace inévitablement des objets monumentaux vers des artefacts plus petits, capables d'en dire autant, voire plus. Si l'histoire du pilier d'Indra pouvait encore être considérée comme une exception isolée, le cas suivant sape complètement la chronologie familière. Il ne s'agit pas ici de structures majestueuses ou de constructions à grande échelle. Il s'agit d'un petit objet qui, selon toute logique, n'aurait pas dû se trouver là où il a été découvert. C'est cette disproportion, un artefact minuscule et des couches de temps colossales, qui rend l'histoire particulièrement dérangeante. Au milieu du XXe siècle, quelque chose se produisit dans une maison américaine qui ne sembla d'abord significatif pour personne. Un garçon nommé Newton Anderson aidait ses parents à charger du charbon dans le poêle de chauffage. À un moment donné, un morceau de charbon tomba et se fendit en deux. À l'intérieur, enchâssé dans la masse dense, se trouvait un petit objet métallique ressemblant à une cloche. Il n'était pas posé entre les morceaux ni coincé à l'extérieur.
le métal se trouvait précisément à l'intérieur du charbon, comme faisant partie de sa structure. Finalement, la découverte parvint à des spécialistes. Une analyse de la composition du métal fut réalisée et c'est là que l'histoire prit une toute autre ampleur. Les recherches montrèrent que l'objet était constitué d'un alliage complexe. Il contenait du cuivre, du zinc, de l'étain, du nickel, du plomb et du cobalt. Mais ce n'était pas tout. Des éléments furent trouvés dans sa structure qui ne purent être clairement identifiés dans le cadre des normes métallurgiques connues à l'époque. L'alliage ne correspondait à aucune technologie connue, antique ou moderne. La réaction de la communauté scientifique fut prévisiblement réservée. Au début, la découverte suscita l'intérêt, puis la méfiance. Les tentatives de rendre publics les résultats de l'analyse rencontrèrent une résistance. Il fut fait comprendre aux chercheurs que de telles conclusions pourraient soulever des questions indésirables. Finalement, le sujet disparut progressivement des discussions officielles. L'artefact lui-même subsista, mais un silence l'entoura, comme il arrive souvent avec les découvertes gênantes. Newton Anderson lui-même n'abandonna pas ses tentatives de comprendre la nature de la découverte. Il remarqua la forme et les détails de l'objet. Sur la surface de la clochette se trouvait une figurine miniature dont le style ressemblait étonnamment à une image issue des anciens mythes orientaux. Une créature à corps humain avec des traits animaux, des ailes et une posture caractéristique ressemblait au démon du vent, Pazuzu, connu des sources suméro-acadiennes. Cette image apparut bien avant l'ère moderne et était répandue en Mésopotamie antique. Cette seule similitude suggérait que l'objet pouvait être extrêmement ancien. Mais la question la plus troublante restait non pas la forme ou même la composition du métal, mais l'environnement dans lequel l'artefact avait été trouvé. Le charbon n'est pas une simple pierre. Il se forme à partir de restes végétaux sous pression et sans accès à l'oxygène pendant des dizaines de milliers d'années. On dit qu'un seul millimètre de veine de charbon peut se former sur des périodes de temps énormes. Si l'objet métallique se trouvait vraiment à l'intérieur du charbon et n'y est pas arrivé par accident, cela signifie qu'il était là bien avant l'apparition de la civilisation moderne. On pourrait parler de dizaines, de centaines de milliers d'années, voire plus. L'histoire officielle ne dispose pas des outils pour expliquer un tel scénario. Selon le modèle accepté, l'être humain n'existait tout simplement pas à ces époques, sous une forme capable de créer des objets métalliques, sans parler d'alliage complexe. Tenter de rejeter la découverte comme un faux ou une erreur se heurte au même problème. Comment et pourquoi quelqu'un placerait-il un objet à l'intérieur d'une masse de charbon, dont la structure se forme naturellement et n'est pas facilement manipulable ? Cette clochette devient plus qu'une énigme, c'est une sorte de marqueur. Elle montre que le problème pourrait ne pas résider uniquement dans des métaux inhabituels, mais dans notre compréhension même du temps. Si de tels objets existaient vraiment dans la haute antiquité, alors nous avons affaire à des technologies qui ont été soit perdues, soit qui n'ont jamais correspondu à la version officielle du développement humain. Et si même un petit objet métallique peut remettre en cause des époques entières, il devient clair. Devant nous se trouvent des exemples où le niveau de technologie semble encore plus impossible. Après les histoires sur le fer et les alliages étranges, on pourrait penser qu'il est difficile d'être surpris. Pourtant, il existe un artefact qui fait passer la conversation de la catégorie « difficile à expliquer » dans le domaine du « presque impossible ». C'est un récipient en verre, extérieurement indiscernable de nombreuses pièces antiques. Il n'est pas énorme, pas incrusté de gemmes et n'a pas l'air d'une merveille technologique, jusqu'à ce qu'il commence à se comporter comme le verre ne devrait pas se comporter. Sous un éclairage normal, ce récipient a une teinte jaunâtre verdâtre paisible. Mais changez les conditions de la lumière et la couleur vire brusquement à un rouge vineux intense. Il ne s'agit pas de focalisation visuelle ou d'illusion d'optique. L'effet est stable, reproductible et directement lié aux propriétés physiques du matériau lui-même. Cet objet est connu sous le nom de coupe de Lycurgue et est considéré comme le seul exemple survivant de ce type de l'Antiquité. Pendant longtemps, on a pensé que le comportement inhabituel de la coupe était lié à sa forme ou à l'épaisseur de ses parois. De telles explications ne tenaient pas. La couleur changeait non pas à cause de reflets ou de l'angle de vue,
mais parce que le verre lui-même interagissait avec la lumière à un niveau qui n'était pas considéré comme possible par le passé. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle, avec l'avènement de méthodes d'analyse suffisamment précises, que les scientifiques ont pu s'approcher de la solution. Il s'est avéré que le verre de la coupe contient de minuscules particules d'or et d'argent, réparties uniformément dans le matériau. Leur taille est de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres. Pour comprendre l'échelle, ces particules sont des milliers de fois plus petites qu'un grain de sucre. Ce sont ces nanoparticules qui créent l'effet de changement de couleur. Selon la façon dont la lumière traverse le verre ou s'y réfléchit, les particules interagissent différemment avec les ondes électromagnétiques, créant différentes nuances visuelles. Aujourd'hui, de telles technologies sont classées dans les nanotechnologies. Elles nécessitent un contrôle précis de la taille des particules, de leur concentration et de leur distribution dans le matériau. Le verre dichroïque moderne, aux propriétés similaires, est fabriqué à l'aide d'installations complexes, de chambres à vide et de dépôts multi-étapes de couches ultra minces de métaux et de leurs composés. Officiellement, de telles technologies n'ont été développées que dans la seconde moitié du XXe siècle, notamment pour les besoins de l'industrie aérospatiale et de la défense. Et c'est là que se pose la question principale. Si le secret de la coupe de Lycurgue n'a été compris que dans les années 1990, comment un tel effet a-t-il été obtenu dans l'Antiquité? Et non par accident ou de manière approximative, mais avec une telle précision que le résultat dure depuis des siècles. De plus, les recherches ont montré que les nanoparticules dans le verre ne sont pas disposées au hasard. Les inclusions d'or et d'argent sont orientées d'une certaine manière, compliquant encore le tableau. Un tel ordonnancement nécessite une compréhension des processus à un niveau qui va bien au-delà de l'artisanat primitif. La datation officielle situe la fabrication de la coupe au IVe siècle après Jésus-Christ, probablement dans des ateliers alexandrins. Mais les méthodes de datation elles-mêmes soulèvent de plus en plus de questions. Leurs marges d'erreur peuvent être importantes, surtout pour des objets uniques. Même en acceptant cette époque, le paradoxe principal reste non résolu. Le niveau de technologie nécessaire pour créer un tel verre ne correspond ni aux connaissances ni aux outils de cette époque. Il est également important de noter que la coupe de Lycurgue n'a pas l'air d'une expérience ou d'un coup de chance. Elle est exécutée avec la plus haute qualité, comme un objet achevé et réfléchi. Cela suggère que l'artisan n'a pas simplement découvert un effet inhabituel par hasard, mais a délibérément utilisé une technologie qu'il connaissait. Ce qui signifie que cette connaissance existait soit dans un contexte plus large, soit faisait partie d'une tradition perdue dont peu de traces nous sont parvenues. L'histoire de ce récipient change radicalement l'échelle de la discussion. Si des artisans anciens pouvaient manipuler les propriétés des matériaux au niveau nano, même intuitivement ou par des méthodes perdues, il devient clair que leur connaissance n'était pas limitée à des compétences primitives. Et alors surgit une autre question, encore plus troublante. Si de telles technologies étaient disponibles dans l'Antiquité, même pour un cercle restreint de spécialistes, quelles autres connaissances les civilisations anciennes pourraient-elles avoir possédées dont nous ne soupçonnons même pas l'existence? Au milieu du XXe siècle, une découverte en Chine a déjà changé la perception du monde antique. Lors de travaux de terrassement, un immense ensemble funéraire fut découvert, composé de milliers de figurines de guerriers en terre cuite alignées en formation de combat. L'armée de terre cuite est devenue un symbole de la puissance d'un ancien État et un objet d'étude archéologique intense. Mais à mesure que l'attention des chercheurs se déplaçait des figurines elles-mêmes vers leur armement, il devint clair. La vraie énigme n'est pas dans l'argile, mais dans le métal. Lors de l'analyse des pointes de flèches et d'autres pièces métalliques, il s'avéra qu'elles étaient en acier à haute teneur en carbone. Un tel matériau se caractérise par une dureté et une résistance à l'usure accrue, mais nécessite un contrôle précis de la composition et de la température lors de la production. Pour l'histoire officielle de la métallurgie, c'était déjà inattendu, car des technologies similaires dans d'autres régions du monde ne commencèrent à être activement utilisées que bien plus tard. Mais le plus étrange était à venir. La surface de nombreuses pointes de flèches s'avéra recouverte d'une fine couche de chrome. Ce n'était pas une contamination accidentelle ou le résultat de conditions extérieures.
Le chromage protège le métal contre la corrosion et prolonge considérablement sa durée de vie. En Europe et dans la plupart des autres pays du monde, une telle méthode de traitement ne commença à être utilisée qu'au XIXe siècle, avec le développement des procédés électrochimiques et des équipements industriels. Ici, il s'agissait d'objets créés il y a plus de 2000 ans. Les tentatives d'expliquer ce fait se heurtèrent à de sérieuses contradictions. Selon la version acceptée, les artisans anciens ne disposaient ni de sources de chrome pur, ni de connaissances sur ses propriétés protectrices. De plus, le processus d'application d'un revêtement chromé suppose un environnement contrôlé et une compréhension des réactions chimiques. Même en admettant la présence accidentelle de chrome dans l'alliage, cela n'explique pas l'uniformité et l'efficacité du revêtement, qui a perduré pendant des siècles. Les interprétations officielles devinrent avec le temps plus prudentes. Des versions apparurent selon lesquelles le chromage aurait pu être un effet secondaire de l'application de revêtements laqués spéciaux ou de compositions organiques. Mais de telles hypothèses n'expliquent pas la stabilité de la couche protectrice et sa nature chimique. Les analyses indiquaient clairement la présence de chrome et non de traces de résine végétale ou d'autres substances organiques. Dans ce contexte, les anciennes légendes chinoises semblent particulièrement intéressantes. Elles mentionnent des êtres dotés de connaissances et de compétences inhabituelles, qui transmirent aux humains les secrets de l'artisanat et de la technologie. Ces personnages sont souvent décrits comme des créatures à corps humain et aux traits d'êtres mythiques, descendants du ciel. Pour la science moderne, de tels récits ne peuvent servir de preuve, mais dans le contexte d'anomalies technologiques réelles, ils cessent de ressembler à de simples contes de fées. Un autre détail est important à noter. Les armes de l'armée de terre cuite n'étaient pas expérimentales. Elles étaient produites en série, en grande quantité, avec une qualité constante. Cela indique que la technologie était bien développée et largement utilisée. Il ne s'agissait pas d'une exception unique ou du résultat d'un seul artisan génial. Nous voyons là les signes d'un système de production développé qui, pour une raison quelconque, n'a laissé aucune trace technologique directe dans les époques suivantes. Un tableau général émerge progressivement ici. Une colonne qui ne se corrode pas. Un alliage complexe dans une ancienne clochette. Du verre avec des nanoparticules métalliques. Et maintenant, de l'acier chromé des siècles avant notre ère. Chacun de ces exemples, pris isolément, pourrait encore être rejeté comme une exception. Mais ensemble, ils commencent à former un système dans lequel les civilisations anciennes possédaient des connaissances qui ne cadrent pas avec le modèle linéaire du progrès. C'est là qu'une nouvelle question tout aussi importante surgit. Si de telles technologies existaient réellement et étaient utilisées, pourquoi n'en voyons-nous pas le développement continu? Où est passée cette connaissance? Pourquoi l'humanité a-t-elle dû redécouvrir dans les siècles suivants ce qui était peut-être déjà connu bien avant? Les réponses à ces questions deviennent de plus en plus importantes, surtout lorsqu'il s'agit de découvertes dont l'origine est encore plus difficile à expliquer, même théoriquement. Au milieu des années 1970, une découverte en Roumanie dépassa en étrangeté les attentes les plus audacieuses des chercheurs. Lors de travaux de terrassement sur les rives de la rivière Mureș, près de la ville d'Aiud, des ouvriers découvrirent, à environ 10 mètres de profondeur dans une couche de sable dense, plusieurs objets. 2 d'entre eux furent rapidement identifiés comme des os d'animaux éteints depuis longtemps appartenant au groupe des mastodontes. Mais le 3e objet n'avait rien à voir avec des restes organiques et suscita immédiatement la stupéfaction. C'était un objet métallique massif en forme de coin avec plusieurs trous soigneusement travaillés. Sa surface ne semblait pas accidentelle ou naturellement formée. Au contraire, des traces nettes d'usinage mécanique étaient visibles. Il semblait que l'objet avait été fabriqué dans un but précis, sa forme obéissant à une logique fonctionnelle. Le plus étrange était qu'il se trouvait dans la même couche que les os de créatures disparues il y a des dizaines de milliers d'années. L'artefact fut transmis pour analyse à des institutions scientifiques spécialisées. Des recherches furent menées dans plusieurs laboratoires, y compris à l'étranger. Les résultats furent stupéfiants. Il s'avéra que l'objet était constitué d'un alliage complexe contenant environ 12 éléments différents. La base du matériau était l'aluminium, représentant environ 80%.
Le reste était constitué de cuivre, de silicium, de zinc, de plomb, d'étain, de nickel, de cobalt, de zirconium, de cadmium, de bismuth et d'argent. Des traces même d'hélium furent détectées en quantité infime. C'est l'aluminium qui devint l'élément clé de cette énigme. Contrairement au fer ou au cuivre, l'aluminium ne se trouve pratiquement pas dans la nature à l'état libre. Son obtention nécessite un processus technologique complexe impliquant de hautes températures, une électrolyse et une dépense énergétique importante. Selon l'histoire officielle, la production industrielle d'aluminium ne devint possible qu'au XIXe siècle. Auparavant, c'était une rareté qui coûtait plus cher que l'or. Par conséquent, la seule présence d'aluminium dans un artefact antique est déjà paradoxale. Mais les bizarreries ne s'arrêtèrent pas là. En étudiant la structure interne du matériau, les scientifiques découvrirent que le réseau cristallin de l'aluminium avait été modifié. Il semblait que d'autres éléments de l'alliage y avaient été intégrés non pas de manière chaotique, mais avec une certaine logique, défiant les modèles connus. Cela donnait l'impression que le matériau avait été traité pour modifier ses propriétés à un niveau profond. Des effets similaires sont étudiés aujourd'hui dans le cadre de la science des matériaux, mais même les technologies modernes ne permettent pas toujours d'obtenir des résultats stables. Il fut tout aussi étonnant de constater que l'alliage de l'artefact d'Ayoud n'a pas d'équivalent dans l'industrie moderne. Il n'est utilisé ni dans l'aviation, ni dans la construction, ni dans le génie mécanique. Ses propriétés ne sont pas entièrement comprises, et son éventuelle finalité reste sujette à conjecture. Il ne s'agit pas simplement d'un objet antique fabriqué de manière primitive. C'est une pièce faite d'un matériau qui ne correspond à aucune séquence technologique connue. Les tentatives d'expliquer l'origine de l'artefact rencontrent les mêmes difficultés que dans les cas précédents, mais sous une forme encore plus aiguë. Le rejeter comme moderne est entravé par sa position dans la couche géologique. Le qualifier de contamination accidentelle est impossible en raison de sa forme et de sa composition. Et reconnaître l'existence de technologies avancées, à une époque où, selon la version officielle, l'homme maîtrisait à peine des outils primitifs, revient à remettre en question le fondement même du modèle historique accepté. L'artefact d'Ayoud devient un point de tension où convergent toutes les contradictions. Il y a l'inadéquation temporelle, le matériau impossible et les traces de traitement délibéré. Ce n'est plus une simple anomalie isolée ou un étrange coup du hasard de la nature. C'est un autre maillon dans une chaîne de découverte pointant vers un niveau de connaissance perdu. Lorsqu'il y a trop d'exemples de ce genre, ils ne peuvent plus être ignorés ou expliqués comme des coïncidences. Ils exigent une révision des hypothèses de base. Et c'est à ce moment-là qu'il devient clair que nous ne sommes pas en face de quelques objets mystérieux, mais d'un problème bien plus profond qui affecte notre compréhension du passé et de la voie de développement de l'humanité elle-même. Si l'on rassemble tous ces exemples, il devient clair. Il ne s'agit pas d'un ensemble de coïncidences étranges, mais d'un système cohérent de divergences. Une colonne métallique résistant à la détérioration pendant 15 siècles, un petit objet en alliage complexe trouvé à l'intérieur du charbon, dont l'âge s'étend bien au-delà de l'histoire officielle, un récipient en verre fonctionnant selon des principes que la science moderne n'a pu expliquer qu'avec l'avènement des nanotechnologies, la production en série d'acier chromé des siècles avant que de telles méthodes ne soient considérées comme possibles, et enfin un artefact en aluminium trouvé à côté de restes de créatures disparues bien avant la civilisation telle que nous la connaissons. Chacun de ces cas soulève déjà des questions à lui seul. Ensemble, ils forment une image dans laquelle le modèle linéaire du développement humain commence sérieusement à vaciller. L'histoire officielle est construite sur l'idée d'un progrès graduel et continu, du simple au complexe, des outils primitifs à la haute technologie. Mais les découvertes réelles indiquent un scénario différent. Dans celui-ci, les connaissances peuvent apparaître, disparaître et réapparaître, et le niveau de développement ne suit pas nécessairement une ligne droite. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de nier complètement les réalisations de la science ou de l'archéologie moderne. Le problème est que certaines questions sont tout simplement éludées. Les artefacts gênants sont qualifiés d'erreurs de datation, d'anomalies fortuites ou d'exceptions rares.
Mais quand le nombre de ces exceptions augmente, elles cessent d'être des exceptions et commencent à révéler des lacunes dans les conceptions de base. La version officielle évite de discuter d'un point clé, la possibilité d'une connaissance perdue. L'histoire connaît de nombreux exemples où les technologies disparaissaient avec les cultures qui les avaient créées. Des bibliothèques brûlées, des villes étaient détruites et les savoir-faire n'étaient transmis qu'oralement et se perdaient en quelques générations. Si l'on admet qu'il existait dans la haute antiquité des civilisations ayant une compréhension plus avancée des matériaux, de la physique et de la chimie, de nombreuses énigmes cessent soudain d'être fantastiques. Cela ne signifie pas nécessairement une civilisation mondiale de haute technologie au sens moderne. Il pourrait s'agir de centres de connaissances locaux, d'écoles de maîtres fermés ou de traditions accessibles seulement à un cercle restreint. Une telle connaissance pourrait ne pas avoir laissé de traces étendues, mais se manifester dans des objets uniques et individuels, parvenus jusqu'à nous par hasard. C'est pourquoi nous ne voyons pas de technologie de masse, mais des artefacts rares, dont chacun ressemble à une erreur dans le manuel d'histoire. Il y a aussi une autre question, encore plus gênante. Et si une partie de la connaissance n'avait pas été acquise par une lente accumulation d'expériences, mais transmise de l'extérieur ou héritée d'étapes antérieures du développement, dont nous ne savons presque rien? Les anciens mythes, généralement perçus comme des allégories, prennent un son différent dans ce contexte. Peut-être n'inventaient-ils pas tant le passé qu'ils n'essayaient d'en préserver des souvenirs déformés. Tout cela ne fournit pas de réponse toute faite, mais oblige à reconsidérer notre approche du passé. L'histoire cesse d'être un ensemble de dates et d'époques pour devenir un processus vivant, plein de pertes, de ruptures et d'accomplissements oubliés. Et plus nous apprenons sur les propriétés réelles des artefacts anciens, plus il devient évident. Notre image du passé est loin d'être définitive. C'est pourquoi il est si important de ne pas écarter de tels sujets, mais de les étudier attentivement et sans préjugés. De poser des questions, même s'il n'y a pas encore de réponse. Si ce contenu vous a fait réfléchir et voir l'histoire sous un autre angle, soutenez-le en l'aimant et en vous abonnant à la chaîne. Cela aide à poursuivre les recherches et à partager de nouvelles découvertes. Et cela devient encore plus intéressant. Il existe des artefacts et des témoignages qui vont encore plus loin que tout ce qui a été évoqué aujourd'hui, et remettent en cause non seulement le niveau de technologie, mais la notion même de la chronologie de l'humanité. Et c'est une toute autre histoire.